suis en train de regarder un entretien avec Jean-Dominique Michel sur France Soir. Je vous conseille cet entretien qui est vraiment très bon. Alors, on va s'amuser un petit peu si vous voulez bien. Ah, il n'y a plus de propositions automatiques, c'est marrant. Non, on va procéder autrement. Allez, on va prendre le premier. Alors, premier argument, comment peut-on vérifier que la Terre est ronde? Ok, elle est sphérique, disons plutôt. Alors, les éclipses. Alors, l'argument, c'est l'observation des éclipses de lune. Donc, on considère que cette ombre qu'on voit ici, c'est l'ombre de la Terre projetée sur la Lune, et la lumière vient du Soleil, donc. La Terre qui se trouve entre le Soleil et la Lune projette son ombre sur la Lune. C'est comme ça que le modèle standard explique les éclipses de Lune. Comment on pourrait vérifier ça? Comment on pourrait vérifier que c'est bien l'ombre de la Terre qui est projetée sur la Lune? Je crois que c'est des anciens hindouistes ou bouddhistes qui pensent que un objet s'interpose entre la Terre et la Lune. Ou devant le Soleil, je sais plus, mais il y a un objet qui porte un nom divin. Voilà, c'est un dieu Rahu, le dieu de l'éclipse dans l'hindouisme. Donc c'est un élément céleste de l'astronomie védique. C'est donc Rahu qui, pour les hindouistes, éclipse la Lune. À partir de cette même observation, il est possible d'échafauder des hypothèses différentes sur la cause de ce phénomène. Et ça va de « c'est l'ombre de la Terre » à « c'est une divinité céleste ». Mais entre les deux, il y a tout un tas d'hypothèses possibles pour expliquer cela, et on ne peut pas se fonder absolument là-dessus pour démontrer la forme de la Terre. Donc, en plus, ici, on nous dit que l'ombre qui dessine un arc de cercle ne montre pas une forme plate. Alors, ça, c'est encore pire comme argument, je dirais, parce que on peut avoir une Terre plate qui se dispose de telle manière avec le soleil qui passe dessous pour donner quelque chose comme ça. Donc là, l'argument, il nous en faut plus. Oui, alors pour terminer sur cette première preuve que la Terre est ronde, je propose pour ceux qui défendent cette hypothèse que ici nous voyons l'ombre de la Terre, je vous propose de passer donc observation hypothèse, je vous propose maintenant de passer à l'expérimentation, et il est facile, je pense, de trouver des calculs qui nous permettraient de comparer le diamètre apparent de la Terre via son ombre avec la dimension qu'aurait une ombre portée aux dimensions annoncées du système solaire. Donc je pense qu'avec les dimensions annoncées qu'on a dans le modèle standard et les connaissances pour calculer la dimension du nombre, on pourrait vérifier cette hypothèse. Deuxième preuve. Alors c'est encore une histoire d'ombre, puisque là, la preuve qu'on nous donne de la rotondité de la Terre, de la sphéricité de la Terre, c'est l'expérience d'Ératosthène. Alors on nous dit qu'environ un siècle après Aristote, Ératosthène a non seulement apporté une preuve supplémentaire de la rotondité de la Terre, mais en plus, il est devenu célèbre en calculant sa taille avec précision. Il avait noté que le 21 juin, le soleil éclairait le fond des puits à Sienne,
lorsqu'il culminait proche du zénith. Cette ville se trouve proche du tropique du Cancer. Il savait aussi qu'à la même date, alors on ne sait pas comment il savait, mais il savait, l'obélix d'Alexandrie, situé plus au nord, projetait une ombre. Donc il savait. Là on ne parle même pas d'expérience, parce que si on veut chercher à décrire un protocole expérimental pour faire ça à l'époque, je pense qu'il faudrait un téléphone portable pour faire une mesure simultanée de l'ombre du soleil en 2 points si éloignés. On ne peut pas faire une observation comme ça sans être en contact simultané avec une autre personne. Donc on nous dit qu'il savait. On nous dit que c'est en soi une preuve que la Terre n'est pas plate. La route entre Alexandrie et Sienne était bien connue en raison de son trafic marchand. Je vois pas le rapport. Mais lorsque le Soleil culmine à cette date, un bâton à Alexandrie projette une ombre dont l'angle correspond à la différence de latitude entre les deux villes. Cet angle se calcule avec les formules de trigonométrie enseignées aujourd'hui au collège. Puisque la distance entre ces 2 points est bien connue, Ératosthène a pu en déduire, par une simple règle de 3, que la circonférence de la Terre est égale à la distance entre les deux villes multipliée par 360 degrés divisé par 7,2 degrés. Ce qu'on ne dit jamais avec l'expérience d'Ératosthène, et vous allez me détromper, me montrer que j'ai tort si vous le savez, n'hésitez pas à me montrer mes erreurs s'il vous plaît. Le problème pour moi avec l'expérience d'Ératosthène, c'est qu'il ne nous démontre pas que la Terre est ronde. Sur une Terre plate, on aurait exactement le même résultat que sur une Terre ronde. Sur une Terre plate où le Soleil est assez proche et assez petit, je ne sais plus à combien de kilomètres les platistes estiment la hauteur du Soleil, mais sur une Terre sphérique avec des rayons du Soleil qui arrivent parallèlement, puisqu'il est très gros et très éloigné, mais très gros, donc il envoie des rayons parallèles, le résultat, en fait, au niveau de l'observation, ce serait la même chose. Donc, encore une fois, on a une observation qui présente plusieurs hypothèses, et maintenant, pour mettre à l'épreuve les hypothèses, il faut passer à l'expérimentation pour voir différencier laquelle est la vraie, laquelle est la fausse. Peut-être aucune des deux n'est vraie aussi. Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer comme expérience pour vérifier une ou l'autre hypothèse? On pourrait par exemple essayer de mesurer la hauteur du Soleil en mesurant les luxes. Je vous avais proposé de faire cette expérience-là dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. Troisième preuve qui nous est proposée pour nous démontrer que la Terre est ronde, téléphoner à un ami. Donc on nous explique que les fuseaux horaires, donc téléphoner à un ami qui est plus à l'ouest ou plus à l'est, et puis ainsi voir que le Soleil se déplace au-dessus de la Terre, devrait prouver que la Terre est une boule. Mais ça prouve pas que la Terre est une boule, ça prouve juste que le Soleil passe d'est en ouest au-dessus de la Terre, ou alors que la Terre se déplace d'est en ouest par rapport au Soleil, évidemment. Mais donc ça ne nous prouve rien. On a une nouvelle hypothèse, et le pas suivant, c'est de faire une expérimentation. Alors pour les fuseaux horaires, c'est d'autant plus intéressant qu'il y a plein de zones d'ombre sur la manière dont ils ont été définis. On a des choses parfois un peu étranges. Alors bien sûr, les fuseaux horaires sont des décisions arbitraires qui sont prises parfois pour des raisons politiques, on peut l'imaginer, mais on a tout de même des choses très étranges à certains endroits. On se demande en fait si ça correspond bien justement à une réalité de l'observation. Notamment ici, on a plus 13 heures dans cet endroit-là. Donc est-ce que la carte qui nous est présentée comme exacte correspond aux observations solaires? Je ne pense pas. Je pense que cette carte, je pense que les cartes qu'on nous donne
présente certaines anomalies qui méritent d'être questionnées. Peut-être on a des terres en plus qui n'apparaissent pas, ou en tout cas des questions de proportion. Ce sont des questions qui sont discutées depuis très très longtemps avec les différents modes de projection des cartes. Donc toutes les cartes qu'on a, en fait, on ne peut pas se fier à leurs proportions. Quatrième preuve, la Terre plate n'explique pas les fuseaux horaires. Bon, là, c'est pas une quatrième preuve, c'est la même preuve que précédemment, que la troisième. On n'apporte pas de preuves supplémentaires ici. On explique juste que sur la Terre, il n'y a pas partout les mêmes fuseaux horaires et que ça démontre qu'elle est sphérique. Parce que si sur une Terre plate, nous dit-on, il fait nuit au même moment pour tout le monde et le soleil devrait culminer également au même moment pour tout le monde. D'accord, sur une Terre plate, mais dans le modèle cosmologique actuel où le soleil est très très gros et très très loin. Mais sur une Terre plate où le soleil est beaucoup plus près et beaucoup plus petit, à ce moment-là, il éclaire la Terre comme un spot pourrait éclairer une grande étendue, comme un phare pourrait éclairer une certaine étendue, et au fur et à mesure que le soleil s'éloignerait de dessus cette Terre qui serait plate, eh bien l'ombre grandirait et la nuit pourrait se faire à certains endroits de la Terre. Donc on nous présente quelque chose comme ça, mais sachez que la Terre est certainement pas comme ça, mais peu importe, pour vous montrer qu'il est possible d'expliquer le jour et la nuit sur une Terre plate. Cette hypothèse-là est valable. Ça pourrait expliquer, effectivement. Maintenant, il faut passer à l'expérimentation. Encore une fois, des expérimentations, par exemple, qui pourraient nous démontrer que le Soleil est petit et qu'il n'est pas si loin. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme expérience pour démontrer ça ? Cinquième preuve sur les pas des navigateurs. Je lis. À croire que les grands navigateurs ont tous participé au grand complot de la Terre plate. Petite parenthèse, s'il y a bien des personnes à qui on peut se fier pour les observations et pour la connaissance des étoiles, ce sont bien les marins, les navigateurs. Et comme tout le monde le sait, à une époque, les marins et les navigateurs croyaient circuler sur une Terre plate. Ça ne leur posait aucun problème. Il y a d'ailleurs des instruments qui sont difficilement imaginables à utiliser sur une Terre globe, comme l'astrolabe ou le sextant. Ce serait plus compliqué sur un globe. Alors je vais juste vous dire une anecdote. J'avais vu, je me souviens plus de son nom parce que je ne m'y connais pas dans le domaine, mais un marin qui avait fait le tour du monde, un Français, il était invité à la télé et on lui a dit mais vous n'avez pas peur de vous perdre? Et en gros ce qu'il a répondu, franchement ça m'a étonné, ça m'a fait rire. Il a dit en fait tu tournes toujours à gauche. Donc je veux dire c'est facilement imaginable. Allez, on va prendre ce modèle-là. C'est facilement imaginable que le mec il part de là et puis il tourne à gauche tout le temps en fait. Hein. Voilà. Comme ça. Et puis il fait le tour du monde, quoi. C'est possible. Je dis pas que c'est comme ça que ça marche, mais franchement, c'est une hypothèse totalement valable. Ils prétendent se servir depuis des siècles de l'étoile polaire pour déterminer leur latitude sur Terre. Là encore, ce qu'ils prétendent est très facile à vérifier par soi-même. Si vous êtes au pôle Nord, la polaire est au zénith. Si vous êtes à l'équateur, elle est à l'horizon. Cette observation est impossible à expliquer sur une Terre plate. Si vous n'avez pas le loisir de naviguer sur les océans ou de vous rendre à l'équateur et près du pôle Nord, il est néanmoins facile en France d'aller voir la hauteur des astres entre Lille et Marseille par exemple. Pour évaluer la hauteur de l'étoile polaire, c'est un peu technique, il faut un sextant. Il est en revanche facile de constater que certaines étoiles visibles à Marseille lorsqu'elles culminent ne sont pas visibles à Lille. Donc en fait, personne ne nie toutes ces observations, évidemment. Personne ne nie que les navigateurs se sont orientés avec l'étoile polaire, donc qui se situe à peu près ici, pas tout à fait au centre, mais à peu près ici. Et donc si on observe un ciel la nuit, on voit toutes les autres étoiles qui tournent comme ça
en cercle concentrique. On voit ça partout sur Terre. Sauf que ce centre-là, il va être un peu décalé en fonction de l'endroit où on se trouve sur Terre. Et donc les seules étoiles qui vont pas bouger dans le même sens que les autres, qui vont avoir des comportements un peu plus erratiques, on les appelait les étoiles errantes. Elles ont leur mouvement propre. C'est ce qu'aujourd'hui on nomme planète. Et ce qui est trompeur, parce que ça nous laisse penser, en tout cas ça suggère que la Terre est un objet de même nature que les objets qui sont dans le ciel. Ça suggère que la Terre est dans le ciel. Et ça, c'est une révolution plus grande, on va dire, que de penser qu'elle est ronde ou qu'elle est plate, ce qui en soi n'a aucune importance. Mais là où c'est plus important, c'est de comprendre en fait que le vrai débat, c'est est-ce que la Terre est au centre de l'univers? C'est ça la vraie question. Parce que si la Terre que nous habitons, si tous les astres tournent autour d'elle, ça signifie donc qu'on est ultra important. Ça veut dire aussi que ce qui est écrit dans la Bible, c'est vrai. Je reviens à cette preuve prétendue de la rotondité de la Terre. Alors, on nous dit que si la Terre n'était pas sphérique mais qu'elle était plate, nous ne pourrions pas observer ce que nous observons chaque nuit dans le ciel. C'est faux. Il y a des hypothèses qui permettent tout à fait d'expliquer ce genre d'observation sur une Terre plate. Il suffit par exemple d'imaginer que la voûte céleste est en fait une sphère céleste qui serait autour de ce plateau de la Terre plate et qui tournerait donc... la Terre serait comme dans une bulle, si vous voulez, et les étoiles seraient accrochées au bord de cette bulle. Donc ça, c'est une hypothèse, évidemment. C'est pas une preuve, c'est une hypothèse pour expliquer une observation réelle. Des hypothèses, il y en a plein à travers l'histoire humaine. Il y en a plein, il y en a des plus crédibles, il y en a des moins crédibles. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette observation n'est aucunement une preuve que la Terre est un globe. C'est même pas une preuve que la Terre tourne, ça peut être le ciel qui tourne. La sixième preuve, qui n'est pas une sixième preuve pour moi, ça va exactement dans le même sens que la preuve entre guillemets précédente. Donc ce ne sont pas des preuves, ce sont des hypothèses présentées comme des preuves. Donc preuve numéro 6, on nous dit que puisque le ciel est différent dans ce qu'on appelle l'hémisphère sud par rapport à l'hémisphère nord, c'est donc que la Terre est une boule. Non, si le ciel, comme je l'ai dit précédemment, si on voit le ciel sous forme de voûte, voire sous forme de sphère creuse, on peut tout à fait imaginer qu'en se déplaçant d'un endroit à un autre sur Terre, on ne voit pas la même partie du ciel, même si cette Terre est plate. Puisque de toute façon, quand on se déplace en voiture d'un point à un autre, on ne voit non plus pas la même partie du ciel à petite échelle. Quand on est à 120 km sur l'autoroute, on voit le ciel changer d'un endroit à un autre. Donc il n'y a pas de raison qu'en allant dans l'hémisphère sud, on ait le même ciel que dans l'hémisphère nord. C'est totalement normal en fait. Ce serait normal si on reste dans des petites dimensions, encore une fois, si le ciel est plus petit que ce qui nous est annoncé. Donc je ne dis pas que c'est le cas, je dis que l'hypothèse est tout aussi valable, et je dis que cette preuve, présentée comme une preuve, n'en est pas une. On va regarder la septième preuve. La septième preuve qu'on nous donne, c'est le fameux exemple des bateaux, l'observation des bateaux. Par une belle journée de temps très clair, amusez-vous à observer les gros bateaux ou les voiliers en train de s'éloigner avec une paire de jumelles. On note que la coque disparaît avant le mât. Une terre plate n'explique pas cette observation très facile, alors qu'une surface terrestre bombée, oui, c'est faux encore une fois. Donc en fait, on nous dit que la coque des navires disparaît en premier quand le navire s'éloigne à l'horizon, ce qui est une observation réelle, vraie, que chacun peut faire. On nous dit que si on voit
la coque qui disparaît en premier, c'est parce qu'il passe derrière la courbure de la Terre, en fait. Ce serait pour ça. Alors ça ne veut pas dire que la Terre est plate, mais ce n'est certainement pas la courbure de la Terre qui fait disparaître la coque du bateau en premier à l'horizon. Pourquoi on peut affirmer ça sans crainte? Parce que si on zoome de près, qu'on dézoome, on voit que le niveau de la mer commence à manger un peu le bateau par en dessous et que c'est simplement en fait une question de perspective, que notre œil fonctionne ainsi. C'est-à-dire que quand on dézoome, la coque du bateau va disparaître de plus en plus qu'on se recule. Et si on s'approche, si on rezoome, on va refaire apparaître un morceau de la coque qui avait disparu en dézoom. Donc, c'est simplement une règle optique. Cela ne prouve en rien que la Terre, que les bateaux vont derrière la courbure de la Terre quand ils sont au niveau de l'horizon. Bon bah encore une fois, pour la 3e fois, on nous présente une preuve indépendante alors que c'est exactement la même que la précédente. On nous montre que on a une impression comme ça de courbure quand quelque chose s'éloigne. Là, on nous parle du lac Pontchartrain. Ça signifie en fait que l'eau est censée être courbée. Or, jamais on a observé un niveau d'eau courbé. Jamais. Alors, peut-être sur des petits capillaires très petits où on peut avoir une tension de surface légère, on peut voir ça, mais jamais, ni en laboratoire, ni dans notre expérience quotidienne, on ne verra de l'eau courbée dans un verre, de l'eau courbée dans une piscine, de l'eau courbée dans un lac. Jamais. On a des effets d'optique à des moments donnés, mais c'est une expérience qu'on ne peut pas reproduire en fait. De l'eau qui se courbe sur un objet courbé. Donc là, ils prétendent que cet effet d'optique correspond à la courbure de la Terre. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait vérifier parce que vu la distance, en fait, on va dire que le point de fuite, il se situe par ici. Ce serait facile de calculer la distance et de voir si ça correspond vraiment à la courbure annoncée de la Terre. Parce que là, ça me semble vraiment une bien petite Terre si on peut observer la courbure comme ça d'ici au sol. Alors que je rappelle qu'en avion, on nous dit qu'on n'est pas assez haut en avion pour pouvoir observer la courbure de la Terre. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Alors encore une fois, je ne dis pas que la Terre est plate, je ne dis pas à quoi ressemble la Terre plate parce que je n'en sais rien. Moi, si vous voulez connaître ma conviction personnelle, moi je suis seulement convaincue que la Terre est au centre de l'univers et c'est déjà le principal en fait. Mais ce que je cherche à montrer, c'est que les preuves qu'on nous donne que la Terre est une boule ne sont pas satisfaisantes. On va regarder la preuve numéro 9 maintenant. Alors on nous dit la Terre est une planète, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc le background imaginaire qu'on a en tête, c'est que la Terre est dans le ciel. On doit partir de ce présupposé-là. On nous dit, on peut espérer que les partisans de la Terre plate s'accordent avec nous sur ce point. Ben non, pas forcément, non, même je dirais au contraire. Alors pour le commun des mortels, il n'est pas possible de prendre un vaisseau spatial pour aller voir à quoi elle ressemble depuis l'espace, et c'est bien dommage. Il est en revanche à la portée de n'importe qui de pousser la porte d'un club d'astronomie au moment des prochaines nuits des étoiles par exemple, pour aller observer d'autres planètes au télescope et de voir à quoi elles ressemblent. Là, c'est pas ce qu'on voit avec du matériel amateur, hein, pas du tout. Hein. Moi, je suis allée, j'ai fait comme ils ont dit, j'ai poussé la porte d'un club d'astronomie et à partir d'un télescope quand même assez sophistiqué, c'était pas juste un club d'astronomie, c'était le club d'astronomie sur le toit du planétarium, donc ils ont le meilleur matériel du coin normalement. Bon ben Mars, elle était censée être très proche, on devait super bien la voir. C'était un petit point lumineux quoi. Rougeâtre, même rouge, parce que dans ma tête c'était rouge, mais je suis pas sûre que j'ai vu du rouge quand même. Rougeâtre. Donc l'astronomie c'est bien, mais ça c'est encore une observation qui reste à être interprétée.
comme je vous disais, mais non, on va pas accepter comme ça, a priori, si on est dans un esprit scientifique de doute radical, on va pas accepter comme ça, a priori, que la Terre est une planète et que les étoiles qui ont les étoiles errantes, comme les appelaient les anciens, sont aussi sont de même nature en fait que notre sol. Pour les anciens, il y avait la terre et il y avait le ciel. Il y avait le sol et il y avait les astres. Et la terre n'était pas un astre, la terre n'était pas dans le ciel en fait. C'est vraiment ça aussi qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui, puisque comme on nous a expliqué depuis l'enfance, on nous a mis des images en tête, on a du mal aujourd'hui à comprendre toutes les implications de ces histoires de terre plate, terre ronde, terre au centre, etc. On est tellement immergé en fait dans un imaginaire que vraiment il faut revenir à un point de vue très rationnel, très froid en fait, pour se remettre les idées en place. Donc effectivement, ça reste à prouver que la Terre est dans le ciel. Vu qu'on ne peut pas prendre de vaisseaux spatiaux, vu que les images qui nous sont données de l'espace nous viennent systématiquement d'agences gouvernementales, il faut donc leur faire confiance et croire que les images qu'ils nous donnent sont vraies. Alors, preuve numéro 10, que la Terre est une boule, nous dit-on, la gravité. Alors, je vois pas en quoi la gravité, même si on y croit, démontrerait que la Terre est une boule. On pourrait imaginer une Terre plate avec la gravité. Mais c'est pas ça vraiment qui est intéressant, en fait. Il faut encore une fois aller plus loin. Et grâce aux anciens, on peut adopter des points de vue, en faire des pas de côté et adopter des points de vue qu'on n'aurait pas été capable de trouver tout seul, vu notre conditionnement, en fait. Aristote expliquait très bien la chute des corps autrement que par la gravité, c'est-à-dire la gravité, c'est un système d'attraction pour les corps célestes massifs qui est lié à la masse des corps engendre des attractions, c'est ça la gravité. Mais Aristote a expliqué autrement la chute des corps et il expliquait que si une pierre tombe, c'est parce qu'elle retourne dans son lieu naturel. Une pierre n'est pas faite pour être en l'air, elle est faite pour être au sol. Donc c'est une explication de la nature même des objets. Leur nature est de retourner à leur place, si vous voulez. Comme quand on secoue une boule à neige avec différents niveaux de liquide coloré. Quand on secoue, on voit que les liquides se mélangent et les liquides reprennent ensuite leur place selon leur nature, selon leur densité en l'occurrence. Donc il y a, encore une fois, je ne dis pas que la densité peut tout expliquer, bien que ce soit une piste très intéressante, mais il y a d'autres manières d'expliquer la chute des corps. C'est juste ça qu'il faut comprendre. On a plusieurs hypothèses, à charge ensuite à nous de mettre à l'épreuve ces hypothèses. Ne nous satisfaisons pas d'une hypothèse comme d'une preuve. Là, j'ai une liste de 10 hypothèses, et encore qu'on pourrait réduire, on pourrait en enlever 3 à mon avis, puisque c'est les mêmes. Mais j'ai une liste en fait d'hypothèses qui se satisfont du minimum en fait. Donc si on veut vraiment savoir les choses, il faut expérimenter et recouper. Donc tout ça pour moi c'est très léger, c'est limite du vent. Et bien revenons au réel et surtout si on veut savoir, qu'on se donne les moyens de savoir. Si on veut pas savoir, si on s'en fout, qu'on ne donne pas son avis. Voilà, c'est tout ce que je demande. Allez, salut les amis, à bientôt.